Bienvenue dans le débat de France 24. De quoi le pouvoir russe peut-il bien avoir peur? Il est aux mains d'un homme à poigne, les institutions sont solides, le pays arbore majoritairement un patriotisme fier et triomphant, la guerre en Syrie a mis à nouveau sur le devant de la scène toute la puissance diplomatique de la Fédération de Russie, et pourtant, les services de sécurité se livrent à une drôle de chasse. Pour preuve, les organisations non gouvernementales, les ONG, font l'objet de tracasseries en tout genre et sont tenues de se déclarer comme agents étrangers pour celles dont le financement provient de l'extérieur. Les ONG russes n'échappent pas non plus aux ennuis. S'agit-il là d'étouffer dans l'œuf ce que le pouvoir pourrait percevoir comme un embryon d'opposition ? De cette ambiance qui est à la réglementation, diront les uns, à la répression, diront les autres, nous allons débattre avec nos invités que je vous présente dès maintenant. Avec, à ma droite, M. Leonid Kadyshev, qui est ministre conseiller à l'ambassade de Fédération de Russie à Paris. À ma gauche, Tania Rakhmanova, qui est réalisatrice et auteure de l'ouvrage intitulé « Au cœur du pouvoir russe, enquête sur l'empire Poutine ». À ma droite, à nouveau, Pierre Laurin, qui est écrivain, journaliste, spécialiste de la Russie et auteur de Moscou et la naissance d'une nation. Et enfin, Alexis Prokopiev, qui est porte-parole du mouvement Russie Liberté. Mesdames, messieurs, madame, messieurs, pour cadrer le débat, je vous propose d'écouter tout d'abord un extrait d'une interview qu'a donnée le président Vladimir Poutine à propos justement de ces réglementations, on va dire. Vous allez voir, vous allez comprendre. Vous savez, il n'y a rien de restrictif dans ces lois. Il n'y a aucune sanction répressive. Chacun doit juste mettre ses activités en conformité avec les lois de la Fédération de Russie. Monsieur Kadyshev, c'est simplement une opération de réglementation ? Le pouvoir russe est responsable devant la société en ce qui concerne la transparence du processus démocratique. Et dans ce domaine, il y a des organismes d'État qui s'occupent parce que les activités des organes du pouvoir, aussi bien que les NGO, soient conformes à la législation russe. Tout simple que ça. Et vous estimez que donc un certain nombre d'organisations, je crois qu'il y en a à peu près une centaine à travers toute la Russie, sont un petit peu douteuses? Vous avez mentionné que les ONG, toutes les ONG sont touchées par ces vérifications, etc. Il s'agit du changement de la législation concernant les NGO effectué l'année dernière, et ça ne concerne que des NGO qui s'occupent des activités politiques et sont financées de l'étranger. Mais pourquoi Mémorial, qui est une organisation russe, ou le mouvement des femmes qui défendent les conscrits, les militaires de Saint-Pétersbourg, pourquoi elles aussi, ces organisations-là, ont été également inquiétées? Tout simplement, je ne parle pas au nom du mémorial, mais encore une fois, les ONG qui s'occupent des choses culturelles, du sport, je sais pas, du domaine de la santé, du bénévolat, de la protection sociale, ne sont pas concernées. Donc c'est quand il y a de la politique que ça pose problème. Ce qu'on a fait avec ce changement de la législation, on a à plusieurs égards copié une loi des États-Unis qui s'appelle Foreign Agents Regulations Act. Ce qui est bien la preuve que ce n'est pas forcément l'exemple à suivre. Alors. Non, tout simplement, on a été soucieux de voir ce qui correspond à la réalité russe. C'est pour ça que ces modifications à la loi russe sont d'une portée beaucoup moindre que la législation américaine. Tania Rakhmanova, est-ce que l'ambiance en Russie aujourd'hui est à la peur, à l'intimidation? Est-ce qu'il y a une gradation, c'est-à-dire est-ce que ces opérations de vérification ont pour but de faire peur, d'intimider, ou simplement de faire coller la réglementation à la loi et à ce qui a été voté effectivement en 2012 ? Moi, je dirais que moi qui ai fait mes études en Russie, si vous voulez, les Russes sont très forts à jongler avec les mots. Par exemple, ce qu'a dit notre président, par ailleurs, je ne suis pas de l'opposition, mais je parle juste de ça. Ça veut dire que mettre les ONG en conformité avec la loi. Ça veut dire qu'avant, ils n'étaient pas en conformité avec la loi. Ça veut dire qu'il y a quelque part le problème de la législation et des organismes qui doivent faire respecter les lois. Parce que comment ça se passe qu'une centaine des ONG ne sont pas conformes à la loi? On vote la loi, après, comme dans tous les pays, on donne le temps aux organismes, aux ONG ou à n'importe quel autre organisme de
se régler par rapport à la loi, normalement. Donc on ne peut pas les accuser de ne pas être conformes à la loi, c'est une chose. Une autre chose, écoutez, c'est le FSB qui participe, mais le FSB n'a rien à voir avec ça. Parce que si quelque chose est illégal, le FSB, c'est pas là pour faire respecter la loi à l'intérieur du pays. Alors, Pierre-Laurent, ça, c'est un peu bizarre. Pourquoi vous c'est qui le connaissez FSB bien la Russie, pourquoi justement le FSB est impliqué dans ces vérifications? On dit comme ça par euphémisme, si vous le voulez bien. Oui, le FSB, dans l'esprit de tout le monde, c'est le successeur du KGB. Ce qui est vrai. D'un autre côté, le FSB, c'est également l'ébauche, je dis bien l'ébauche, d'une police fédérale, comme le FBI aux États-Unis. Je dis bien l'ébauche. Il y a encore pas mal de travail pour que les choses se mettent en place, si jamais un jour elles arrivent à se mettre en place. Donc que le FSB s'occupe de la sécurité intérieure, ça semble légitime, de la même manière qu'en France, nous avons un service spécialisé pour cela. Mais là, vous dites une chose importante, il s'occupe de la sécurité intérieure. Oui. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a un danger réel? Est-ce que c'est une offense à la sécurité? Alexis Moi, ce que m'étonne beaucoup, c'est vos propos en tant que représentante de l'État russe aujourd'hui. Vous dites que finalement, les ONG qui s'occupent du sport et de la culture, ça va, mais dès qu'une ONG s'occupe des droits humains, ça va pas. Moi, je ne pense que ce n'est pas à l'État de choisir de quoi veut s'occuper la société civile. Ce qu'on voit avec ces attaques, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais ce qu'on voit avec les attaques, et moi ce que je vois en tant que Russe avec ces attaques, c'est une volonté de faire taire la société civile, celle qui essaie d'exister. Par exemple, on peut dire qu'on peut admirer le courage de ces femmes, mères de soldats, mères d'enfants qui sont pour une partie d'entre eux morts en Tchétchénie, dans des conflits dont on se demande en réalité pourquoi ils avaient lieu. Mais vous imaginez ces femmes, ces mères de soldats morts dans un conflit, se faire perquisitionner, réveiller le matin, ouvrir les bureaux, prendre les ordinateurs. Elles n'ont rien à voir, ces femmes-là, avec ce que vous appelez agents de l'étranger ou je ne sais pas quoi. Donc moi, ce que je souhaite, je pense le souhait de beaucoup de jeunes comme moi, de jeunes Russes comme moi, je pense que le souhait c'est qu'on nous laisse tranquille, on nous laisse avoir des droits normaux et on nous laisse travailler tranquillement. Et je pense que c'est extrêmement important que toute la société civile puisse exister et travailler tranquillement. Je voudrais que M. Kadyrov puisse répondre. Est-ce qu'il y a un danger vraiment pour la sécurité intérieure, comme le disait Pierre-Laurent? Est-ce qu'il y a un danger pour la sécurité intérieure? Il faut s'adresser donc à ces changements à la loi. Est-ce que ces changements envisagent la fermeture ou la cessation des activités des ONG? Non. Est-ce qu'ils coupent des vivres des ONG, des subventions quelconques? Non. C'est aussi possible dans la loi. Vous avez vu la loi comme moi. C'est aussi oui, possible. Mais regardez ce qui est écrit dans la loi. Tout simplement, il s'agit d'un encadrement plus rigoureux des activités des ONG, mais uniquement des ONG qui s'occupent ou qui participent dans les activités politiques. Mais les mères de soldats, ne font pas de politique. Laissez-moi terminer. Je vous laisse et le deuxième point, il faut tout simplement que le processus démocratique soit faussé. Si quelqu'un qui participe dans la vie politique d'un pays reçoit des subventions de l'étranger, il faut que le citoyen le sache. Il faut que cette ONG, tout simplement... Est-ce que ces ONG sont utiles ou pas? Est-ce qu'elles font un travail qui est nécessaire? Moi, c'est ça qu'on doit voir. C'est que il y a des ONG qui s'agit tout simplement d'éviter de fausser le processus démocratique. Vous savez très bien que... le pouvoir est responsable devant la société de cela. Vous avez bien vu. Pierre-Laurent, on est toujours dans le développement démocratique de la Russie, parce que je sais que c'est votre dada, de dire finalement la Russie a besoin de temps. Précisément pour un développement démocratique. On est toujours... Et c'est pas une façon d'infantiliser la Russie, un peu? Non, je ne crois pas. Je crois que la question est la suivante. Nous sommes partis d'une situation où l'Union soviétique était un pays où tout était sous contrôle de l'État, et nous évoluons vers quelque chose où, normalement, une société civile doit émerger. Mais il doit pouvoir exister normalement. Oui, mais je ne vous interromps pas, s'il vous plaît. Ne vous embêtez pas les uns les autres, ça ne servira à rien. Non, mais absolument. Mais simplement, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes dans une... Bon, il y a deux aspects. Le premier, c'est la situation... Oui, le Kremlin, d'une certaine manière, a peur. Mais il a peur pas tant de ces ONG, il a peur de sa propre évolution. Est-ce qu'il peut contrôler un mouvement qui apparaît
incontrôlable, c'est-à-dire réellement la naissance d'une société civile. Et au sein des autorités, il y a plusieurs chapelles qui se combattent et qui se combattent d'une manière particulièrement violente aujourd'hui. Vous diriez qu'il y a une vraie fracture entre le président et le Premier ministre, Je crois qu'il y a, il y a une vraie fracture, non pas entre eux, mais entre leurs équipes. Entre leurs équipes, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense aussi qu'il y a une vraie... Ouais. Il y a certaines divergences, il y a certaines divergences, des fois, dans les prises de parole, là. Mais par contre, je pense que sur le cap à suivre, sur le fond, et pas sur les lois, on a vu sur les lois, sur ces lois répressives, il y a eu très peu de députés. Si vous me permettez, ces lois en question, il faut voir les choses comme elles sont. Qu'il y ait des débordements, je suis entièrement d'accord. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que les Russes, toute la population russe, sauf quelques éléments dont vous êtes l'un des éclaireurs et je m'en félicite, considère que l'étranger, c'est quelque chose de douteux, éventuellement de mal, de dangereux. Alors, faut-il justement forcer le trait dans ce cas-là? La question, le trait est forcé à cause, à mon avis, des rivalités à l'intérieur du pouvoir. Mais la loi en question, elle servait simplement à dire, lorsqu'il y a une ONG ou un groupe politique qui reçoit de l'argent de l'étranger, il doit le dire. Et effectivement, c'est calqué de la législation américaine, la FARA. Maintenant, en France, nous n'avons pas cette législation. Pourquoi? Parce que s'il y a un étranger qui finance un parti politique, le parti politique est considéré comme traître à la patrie. Alors moi j'aimerais bien que quelqu'un me dise... Pardonnez-moi. Un mouvement politique... Les maires de soldats. Pardonnez-moi, justement, j'aimerais qu'on me dise, l'un de vous quatre me dise pourquoi certaines organisations russes qui ne reçoivent pas de fonds de l'étranger sont enquiquinées, pardonnez-moi le terme. Je peux le dire. C'est tout simplement parce que s'il n'y avait que les organisations politiques qui reçoivent de l'argent de l'étranger qui étaient perquisitionnées, tout le monde dirait on attaque ces organisations-là. Si on a à côté d'autres organisations qui n'ont rien à voir, on peut avoir l'excuse de dire mais on ne s'en prend pas aux politiques, on s'en prend à tout le monde, toutes celles qui doivent respecter la loi. Là, on attend votre réaction là-dessus. On est dans une société qui développe notre système démocratique. S'il y a des infractions à la loi, d'après les ONG, il y a des cours. Il y a le protecteur du citoyen qui vient de faire un rapport annuel et qui soit en critique du pouvoir. Il faut utiliser les moyens à sa disposition. C'est tout simple que ça. Donc le jeu démocratique, si vous appelez ça le jeu, est à la portée des ONG. Attendez, mais on ne peut pas jouer avec les mots comme ça, parce que être légal ou pas illégal, ça n'a rien à voir avec la démocratie, on est bien d'accord. Des ONG de la légalité, les modifications de la loi n'en disent rien. Oui, vous avez commencé par dire qu'on a changé les lois, donc les ONG doivent s'aligner à cette loi. Vous avez dit, vous avez voté. Des modifications. Donc on change. Modifications, ça on change. Il y a eu des modifications, donc les ONG doivent s'aligner à cette loi. Soit laissez-leur le temps, mais les descentes de FSB, encore une fois, s'ils sont illégaux, on a la police. Pourquoi avec la télé? Attendez, on a la police qui doit s'occuper de la loi. Le FSB s'occupe d'autre chose, de la sécurité nationale et pas du respect de loi. Donc c'est un mélange incroyable qui n'a rien à voir avec la démocratie, parce que quand même la définition de la démocratie n'a rien à voir avec ça. Sur les mots, pas du tout. Parce que quand le FSB débarque... N'utilisez pas ce mot à gauche, à droite. Vous ne travaillez pas à l'FSB pour employer ce mot. Il s'agit là, il ne s'agit pas là. Non, mais ils débarquent. Je peux parler des procédures intentées par le ministère de la Justice et le parquet général. Où est l'FSB? Mais le fait est que c'est les FSB qui débarquent. Voilà. Mais ça, c'est... Encore une fois, mais pourquoi ils prennent la chaîne NTV? Pourquoi il y a tout un battage dessus? Parce que moi, je pense que c'est une question d'image. Attendez, là, vous faites allusion donc à une perquisition. J'aimerais que vous précisiez les faits. En fait, je fais allusion à l'ensemble des perquisitions qui ont eu lieu, mais les grosses perquisitions qui ont eu lieu la semaine dernière, vous le savez très bien. Il y a eu notamment Amnesty International qui a été perquisitionné. Amnesty International qui est financé uniquement par des citoyens du monde entier, mais qui n'est pas financé par un gouvernement. Mémorial, qui aussi a des financements citoyens. Et puis l'Alliance française, bien sûr, qui a été perquisitionnée. Et dans la plupart des cas, c'est le FSB qui débarque. Moi, je suis d'accord avec Tania, ce n'est pas le rôle du FSB de débarquer comme ça et de perquisitionner la société civile, mais il y a aussi une chaîne de télé qui visiblement monte un film. Pourquoi? Moi, je pense que c'est pour tourner l'opinion publique contre ces ONG. Moi, j'ai une question à vous poser. Il y a, vous le savez, plusieurs organisations politiques, pour le coup, de jeunesse.
pro-Kremlin, Nachir, Rossiya Molada, etc., etc. On a plusieurs fois, moi et des amis à moi, on a plusieurs fois pointé le manque de transparence, l'obscurité totale sur le financement de ces organisations. Moi, j'ai envie de vous demander, en tant que représentant ici du pouvoir russe, est-ce qu'il y aura également une vérification qui sera appliquée à ces organisations de jeunesse politique pro-Kremlin qui, visiblement, sur la transparence, ne sont pas tout à fait claires? De quelle transparence parlez-vous dans la législation? Publication des comptes, là, exactement la même que celle qu'on demande aujourd'hui à Mémorial. Exactement la même. Toutes ces ONG sont enregistrées au ministère de la Justice et toutes les dispositions de la loi s'y appliquent. Quant aux modifications, encore une fois, ça ne concerne que les financements de l'étranger. Si ces financements sont reçus par les ONG, ils doivent le déclarer. Sinon, ils le déclarent, vous savez, depuis longtemps. Moi, je travaille avec une ONG en Russie, ils déclarent depuis longtemps toutes les sommes qui viennent de l'étranger. Oui. Moi, je pense que là, on arrive sur le terrain juridique et légal. Et vous savez très bien que le non-publication des comptes par les ONG pro-Kremlin, ce n'est pas quelque chose de très légal. Mais moi, je voudrais qu'on parle quand même de la question politique. Est-ce que on va y venir. Mais, vous faites le lien entre la loi aux États-Unis et en Russie. Mais est-ce qu'aux États-Unis, on voit le FBI, avec la télé, avec les policiers arriver comme ça le matin dans des ONG, chez Amnesty qui existe aussi aux États-Unis, chez Amnesty, dans les ONG comme Greenpeace, est-ce qu'on les voit débarquer, est-ce qu'on les voit perquisitionner, enlever les organisateurs? Non. Est-ce que tout ça est montré à la télé? Non. Parce que pourquoi c'est fait aujourd'hui? Parce que je pense qu'il y a un vrai durcissement qui est fait par rapport à la société civile en Russie. Malheureusement, moi je ne le souhaite pas. Moi je souhaite le développement de la société civile en Russie, qui est une preuve d'un développement démocratique. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est clairement une volonté de faire taire cette société civile qui gêne un pouvoir qui se sent affaibli. Je ne pense pas que ce soit exactement aussi manichéen que vous le dites. Pierre Laurin, j'aimerais vous aiguiller sur cette question, vous allez y répondre. Oui. Est-ce que, justement, l'absence d'une opposition, on va dire classique au sens partisan du terme, finalement ne disperse pas la tension ou finalement n'aggrave pas la situation, puisqu'on peut toujours, à partir de là, dire mais finalement, l'insécurité vient de ces ONG financées par l'étranger, alors qu'au fond, si on avait une démocratie partisane au sens, pardonnez-moi, occidental du terme, qu'adviendrait-il? Attendez, démocratie au sens occidental du terme, entendu. Vous avez des élections qui sont à peu près libres, malgré tout ce que l'on dit. Non. Il y a peut-être des contestations massives. 2 ou 3%, mais vous avez des partis qui se font élire et d'autres qui ne se font pas élire. Et vous avez des partis qui sont représentatifs à l'étranger, ou que l'on considère comme représentatifs, qui ne représentent à l'intérieur de la Russie qu'eux-mêmes. Ce sont les citoyens qui votent. Lorsque vous voyez que la Douma est composée de Russie unie, des communistes, des nationalistes de Jirinovski et du parti Russie Juste, qui est une émanation de Russie unie. Laurent, je suis désolé, écoutez, je dois vous exprimer. Non, vous n'avez pas le droit de m'interrompre, monsieur. C'est une question de droit. Ils sont tous les mêmes. Mais c'est ce que je suis en train de dire, monsieur. D'accord. Dites-le que c'est les mêmes. C'est ce que je suis en train de dire. Ils ne sont pas les mêmes exactement, mais ils sont dans la même orientation. Mais ça, ce sont les électeurs qui les élisent. Même si Russie unie truc pour avoir une majorité plus importante. Alors, on va précisément revenir sur ce que l'on peut, ce que certains appelleront une forme de déformation, oui, de trucage de la société russe, et ce que d'autres appelleront sans doute comme le développement de la démocratie. On fait juste une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du débat qui traite de la Russie et de certains tourments, de certaines tracasseries, de certaines discussions en poignade autour d'une loi qui permet d'investiguer sur les comptes, les activités des ONG, soit quand elles sont étrangères, soit quand elles sont russes. Et on en était arrivé à se demander, au-delà du débat strictement juridique, ce qu'il pouvait y avoir de réellement politique derrière cette affaire. Alors, je vais commencer par poser une question à M. Kadyshev, qui est donc ministre conseiller à l'ambassade de la Fédération de Russie à Paris. Est-ce qu'il y a, à votre avis, une sorte de peur, justement, de l'émergence de cette société civile qui pourrait être un danger pour le pouvoir actuel,
lors d'élections futures. Alors je ne dis pas qu'elle remporterait le pouvoir, mais qu'elle pourrait peut-être représenter une forme de menace. À mon avis, il n'y a aucune peur. Tout simplement, il s'agit de faire ce que je dirais l'adaptation du système politique à la législation et vice-versa, à ce que la société voit très bien qui agit de quelle manière, où sont les responsabilités du pouvoir des ONG. Et de quelle manière les citoyens peuvent s'orienter, soit en poursuivant leurs activités aux ONG, soit en s'adressant au pouvoir, s'ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle chose qui se passe, y compris dans la rivalité politique entre les différentes forces politiques. Cette rivalité politique qui se traduit par ce que l'on vient de décrire, qu'est-ce qui est en jeu, finalement? Ce qui est important de comprendre, c'est que ceux qui sont attaqués aujourd'hui, les associations qui sont attaquées, perquisitionnées, ne sont pas des partis politiques, ce ne sont pas des opposants politiques à Vladimir Poutine. Les opposants politiques, eux, ont aussi leur procès. On a vu tous les leaders des manifestations, que ce soit Navalny, Udaltsov, Yashin, tous les autres, tous ont des procès aujourd'hui contre eux. Des procès dont on peut, excusez-moi, mais quand même se demander s'ils sont réels ou s'ils ont des réels fondements ou s'il n'y a pas de réels fondements. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est malheureusement, encore une fois, nous on le déplore et on le combat, c'est une justice qui est utilisée comme une arme politique pour écraser tous ceux qui peuvent contester et tous ceux qui peuvent poser les problèmes. Et ça montre quoi? Ça montre une certaine peur du régime, ça montre surtout que le régime se préoccupe essentiellement de se maintenir au pouvoir et en écarter toute la possibilité de déstabilisation qu'il imagine comme une déstabilisation. Mais encore une fois, en quoi, je reviens toujours là-dessus, en quoi l'association des mères de soldats de Saint-Pétersbourg est un problème, est un danger pour le régime. Pourquoi elles sont inquiétées, ces femmes-là? Qu'est-ce qu'elles ont fait de mal? Moi, je ne comprends pas. Je pense qu'il y a beaucoup de Russes qui ne comprennent pas et je pense que c'est encore une fois une opération qui est une opération politique de la part du pouvoir de viser ces organisations et de montrer notamment à la télé que vous voyez, c'est tous des ennemis de la patrie, c'est tous des agents de l'étranger, alors que c'est faux. Ces gens-là travaillent pour les Russes, ils sont très utiles pour la population russe. Je vais vous poser une question. Moi, quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'on en revient au 19e siècle avec cette fameuse controverse entre slavophiles et occidentalistes. Comme quoi, alors que ça n'existe plus. Ça n'existe plus? Pour moi, ça n'existe plus. Faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, la Russie est un pays européen. Une majorité des Russes. Vous, oui. Mais non, mais tous les sondages le montrent. Une majorité des Russes, c'était le sondage de Centre Levada, 68% des Russes désirent un développement démocratique et en termes de droits à l'européenne. Donc voilà, il n'y a plus de débat. Alors, est-ce qu'il y a un génie russe qui doit totalement échapper à l'européenne et à l'occidentalisme? Non, il n'y a pas de génie russe. Il y a un génie russe comme il y a un génie pour n'importe quel peuple. Si vous voulez, mais il y a surtout une malédiction, c'est ce que je voulais dire. La malédiction, c'est quoi? C'est que pendant 70 ans, ce pays a compté exclusivement, et je dis bien exclusivement, sur la force, sur l'armée, sur le complexe militaro-industriel pour vivre. Même les magnétoscopes civils étaient fabriqués par le complexe militaro-industriel soviétique. Et ce complexe militaro-industriel continue d'exister. Il continue d'exister et il a une puissance énorme. Il a besoin d'argent, il a besoin d'investissement. C'est un secteur qui est un secteur étatisé. Il y a très très peu d'usines d'armement privatisées. Or, ceux qui contrôlent ce système, ce secteur, ils ont besoin de continuer à le contrôler parce que ça dégage de la puissance et de l'argent. Et c'est là que se situe le véritable problème. Le véritable problème, c'est que l'émergence d'une société civile normale, que j'appelle moi aussi de mes voeux, très bien, cette émergence risque de mettre en danger ceux qui contrôlent aujourd'hui les véritables leviers du pouvoir. Et c'est pas tant Poutine que ceux qui contrôlent l'armement. Alors, Tania Rahmanova. Oui, d'abord, je voulais dire que je suis ravie que notre ambassade n'est pas d'accord avec notre président, ce qui est très bien, parce que ça me fait plaisir qu'on a quand même des opinions différentes, parce qu'en fait, au mois de février, notre président Vladimir Poutine, quand il a rencontré les dirigeants du FSB, ça a été rapporté par RIA Novosti et d'autres médias, a dit que les ONG... Je vous le montre, ça tombe bien, pile poil. Donc, on va le voir. On va le voir à l'antenne, je pense. Et la citation est la suivante. C'est donc une citation de Vladimir Poutine qui date du 14 février, qui était adressée au FSB. Le lien entre les extrémistes et les terroristes est flagrant.
Pour neutraliser ces groupuscules, je cite toujours, il nous faut agir résolument, empêcher les radicaux d'utiliser à des fins de propagande les technologies de l'information, Internet, les réseaux sociaux. Alors, est-ce que l'Alliance française, c'est des terroristes? Donc, c'est pas tout à fait à se mettre... d'original pour la Russie. Est-ce que d'autres pays ne sont pas confrontés par le terrorisme, ni par l'extrémisme, certes, mais ni par l'utilisation de tous les moyens disponibles? Vous avez parfaitement raison, mais est-ce que ces ONG sont de nature, est-ce que vous les jugez, vous, de nature extrémiste, voire terroriste? On ne voit pas le lien entre ceux des ONG, là. On vient de citer comme l'expression de notre président et les ONG. Il a parlé des activités qui représentent la menace pour l'État, comme le terrorisme, l'extrémisme et d'autres types de crimes. Il n'y a aucun lien entre ce que connaissent aujourd'hui diverses associations et ONG et la citation que je viens de faire. Pour moi, non. Si les ONG poursuivent leurs activités selon les buts déclarés, non, je ne vois pas de quelle manière ils pourraient être peureux de leur situation. Poutine parlait de la loi sur les ONG, justement, en vertu de laquelle s'appliquent les perquisitions actuellement. C'est ça. Donc, et en plus, il y a beaucoup de citations de ceux qui viennent perquisitionner. Vous allez les voir si vous rentrez chez vous, Internet est plein. En disant que puisque le président Poutine a dit que, on vient vérifier si ce n'est pas le cas. La loi donc, par rapport aux ONG, ça n'a rien à voir avec la loi modifiée en 2012. De la société russe prévoit évidemment les mesures afin de contrecarrer le blanchiment d'argent, les crimes organisés, les activités extrémistes, etc. Et ça ne concerne pas seulement les ONG. Il y a des dispositions pour combattre ces maux par rapport à toutes les composantes de la société russe. Et ça existe dans les lois. Mais est-ce que précisément il n'y a pas... je rejoins un peu ce que disait Pierre Laurin tout à l'heure, il y a la défense des acquis d'un certain complexe militaro-industriel, mais il y a aussi la question d'une économie russe peut-être qui est en train de s'essouffler, avec des investissements qui sont en baisse. Est-ce qu'il n'y a pas là une manière de faire diversion vers le danger hypothétique étranger? Juste deux observations brèves, si vous permettez. Prie, oui. Notre budget militaire est 20 fois moins que le budget militaire des États-Unis. Pendant 20 dernières années, à peu près, entre 10 et 20, on peut citer les différentes estimations. Pendant 20 dernières années, donc le complexe que vous appelez militaro-industriel, etc., ou tout simplement le besoin de l'armée et de l'industrie militaire, ont été sous-financés d'une manière flagrante. Et tout simplement pour préserver le potentiel de défense de notre pays. Regardez qu'on assiste à la discussion en France. Les défis sont presque les mêmes pour la Russie. Pour nous, c'est encore plus dramatique comme situation, parce que après la désagrégation de l'Union soviétique, tout a été cassé. Oui, mais là, le budget financement, va augmenter, le budget militaire va augmenter. Ça va augmenter pour préserver, bien sûr, les potentiels stratégiques dont nous avons besoin. Si vous me permettez, c'est bien là le problème. Non, je vous en prie, non, pas du tout. Mais c'est bien là le problème, c'est que jusqu'en 2020, on investit 20 000 milliards de roubles. Ça représente à peu près 500 milliards d'euros. Cet argent, il va bien aller quelque part. Donc, ceux qui contrôlent aujourd'hui, ils estiment qu'il vaut mieux que ça aille chez eux qu'ailleurs. Je crois que là, c'est un point. En ce qui concerne l'économie que vous avez évoquée, c'est vrai. L'économie russe aujourd'hui ne se porte pas très bien parce qu'elle dépend entièrement sur les ventes d'hydrocarbures. Et ça, c'est très mauvais, très, très, très mauvais. Or, pour l'avenir, ça... vous avez deux clans. En gros, je schématise, il y en a des tas. Mais il y en a deux principaux. Il y en a un qui dit, écoutez, il faut qu'on libéralise, il faut qu'on devienne une véritable démocratie pour que l'économie se développe et pour attirer les investissements. Et l'autre, il dit, non, non, pas du tout, on est très bien comme ça, il faut au contraire durcir. Et là, je crois que ce sont ceux qui veulent durcir qui agissent. Alexis Prokopiev, une question que je voulais vous poser justement. Il y a eu quand même ces dernières années une émergence d'une classe moyenne en Russie. Cette classe moyenne, elle doit en partie son essor à Poutine. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, elle est à même, cette classe moyenne, de représenter de façon beaucoup plus large et peut-être plus organisée les aspirations de la société civile et donc demander des droits publics et politiques?
Ou bien est-ce qu'elle va rester dans son précaré de gains acquis? Ce qu'on voit aujourd'hui, et je pense que ce n'est pas seulement à cause ou grâce à Poutine, c'est l'évolution quelque part normale de la société russe depuis la chute de l'Union soviétique, on voit émerger ce que vous appelez cette classe moyenne, c'est-à-dire que moi je dirais que ce sont des gens entre 20 et 45 ans qui habitent essentiellement, c'est vrai, dans les villes, mais pas seulement à Moscou, à Saint-Pétersbourg, aussi à Ekaterinbourg, à Kazan, à Rostov, à Vladivostok, à Kaliningrad, dans d'autres villes. Et c'est ces gens-là en partie, pas tous, mais c'est ces gens-là en partie qu'on a vu se mobiliser, et on a vu ces manifestations de masse. Il y a eu 200 000 personnes dans les rues à Moscou sur l'avenue Sakharov, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes à Saint-Pétersbourg, il y a eu des manifestations pratiquement dans toutes les grandes villes en Russie. On a vu ces gens-là, cette nouvelle, comme vous le dites, classe moyenne, se mobiliser et demander de nouveaux droits, et surtout demander le respect de leur liberté, et demander le fait de pouvoir voter librement. Pourquoi, si certains en Russie considèrent, peut-être à juste titre, que cette classe moyenne est extrêmement petite, que les ONG ne représentent pas de danger, que les opposants politiques, c'est des petits ridicules qui savent que organiser une manifestation, qui ne parlent à personne. Pourquoi alors le régime russe aujourd'hui organise des falsifications qui ont été démontrées et prouvées par la majorité des experts? Il y a eu notamment un rapport qui est sorti récemment qui montre des falsifications mais énormes en faveur de Russie unie, notamment lors des dernières élections législatives, qui montrent que finalement la Douma qui a voté ces fameuses lois n'est pas légitime. Russie unie qui se porte pas très bien d'ailleurs en ce moment. Il y a 4 députés qui ont dû démissionner pour omission fiscale. Exactement, Russie unie qui se porte très mal. Vous avez parlé du secteur militaire, vous avez oublié de mentionner le grave scandale de corruption au sein du ministère de la Défense, avec le départ il y a quelques mois du ministre Serdukov. Vous avez également oublié de mentionner quand même l'hystérie totale de Vladimir Poutine, qui est président d'un grand pays, qui pour Chypre, une petite île dans la Méditerranée qu'il fallait bien sûr aider, il faut aider Chypre, mais pourquoi le président d'un grand pays tout d'un coup sort de son cadre officiel et commence à crier comme ça à la télé pour une petite île Chypre? Pourquoi? Parce que Chypre est le premier investisseur en Russie, ce qui est quand même étonnant, devant l'Allemagne. Premier investisseur étranger. Premier investisseur russe. Premier investisseur étranger direct. Mais on sait très bien, on sait très bien que c'est les capitaux russes qui arrivent là-bas. Et ce sont des capitaux qui existaient depuis l'époque soviétique. Mais peut-être, sans doute. Mais juste, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut voir qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population qui aspire à avoir les mêmes droits, qui aspire à pouvoir voter, non pas à choisir entre un communiste, un nationaliste et Poutine, mais à choisir entre tout le spectre, tous les représentants de l'échiquier politique russe. On veut aussi, nous les Russes, on veut aussi que les ONG puissent fonctionner normalement, qu'il y a un vrai combat contre la corruption. La corruption aujourd'hui représente le fléau numéro 1 aujourd'hui en Russie. Et nous, on souhaite vraiment que l'État s'attaque à la corruption et qu'il y ait un progrès pour une vraie démocratie, pour qu'on ait en Russie les mêmes droits que ce que nous avons en France, c'est-à-dire pouvoir élire, pouvoir voter pour quelqu'un qu'on aime bien, aux idées de qui on adhère, et voir éventuellement cette personne avoir des chances d'être élue. Pierre Laurin, pourquoi cette société telle que vient de la décrire Alexis Prokopiev ne parvient pas à se cristalliser, à s'organiser en tant que force politique qui justement trancherait avec le panel habituel représenté à la Douma? Elle se cristallise, mais tellement lentement. Vous savez, lorsque effectivement 200 000 personnes descendent pour manifester à Moscou, ça fait peur à certains au sein du pouvoir, pas à d'autres. D'autres, ils comptaient peut-être s'appuyer sur cela pour avancer les réformes qui permettraient éventuellement de sortir la Russie de son marasme actuel. Je parle plutôt du clan Medvedev plutôt que du clan Poutine. M. Kadyshev n'est pas d'accord. Non, je sais qu'il n'est pas d'accord. Alors, on vous laissera répondre juste après. Il ne peut pas être d'accord avec cela, c'est normal, c'est le représentant de l'ambassade de Russie. Maintenant, ce que moi je pense, et ça n'engage que moi, c'est que la cristallisation ne peut pas s'interrompre. Cette cristallisation de la démocratie ne peut pas s'interrompre. On peut la retarder, mais elle finira par créer une véritable société civile, et alors là, la société civile est incontrôlable par définition. Monsieur Kadyshev, je sais que ça va vous embêter, mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'au fond, le pouvoir russe n'est pas monolithique.
Justement, c'est un indice du développement démocratique puisqu'il y a des différences d'opinion. Et ce que vous avez cité comme les poursuites en justice de 4 députés du parti au pouvoir et donc l'histoire de la corruption au sein du ministère de la Défense, ça veut dire que c'est sérieux la lutte contre la corruption. Tania Rakhmanova, c'est sérieux la lutte contre la corruption? Je pense pas que c'est vraiment sérieux parce que quand Medvedev est venu au pouvoir, a été élu comme président, il a dit que c'était le problème numéro 1 du pays. Rien ne s'est passé. Multiplication, c'est pire, il n'a pas été réglé. Voilà. En plus, on ne va pas se passer ici. Moi, je suis sûre que vous avez aussi payé. Moi, je payais en Russie beaucoup. On ne va pas donner des exemples et ça ne devient pas mieux. Une chose qui m'étonne, pourquoi on utilise tellement en Russie ce mot démocratie? Qu'il y a quelques personnes qui sont poursuivies pour la corruption, ça ne veut pas dire que c'est le développement de la démocratie, c'est juste que la loi existe. Ce n'est pas la démocratie. Il ne faut pas confondre les notions. La démocratie, quand on parle des élections générales, c'est la force de la démocratie, c'est l'aboutissement. La démocratie commence par les médias libres, par exemple. La société civile, pour qu'elle existe. Attendez, les médias, à ma connaissance, sont libres. La télé ne l'est pas. Je vous signale qu'en France, sous le général de Gaulle et le président Pompidou ne l'était pas non plus. Le général de Gaulle, c'est les années 60. Mais alors, est-ce que ça veut dire que tout est une question de temps? Après presque 200 ans attendez, de ils étaient démocratie libres en avant. France. Est-ce que vous souhaitez aujourd'hui à la France Mais bien le entendu retour au que gaullisme? non, Non, eh bien moi, ce que je souhaite aujourd'hui pour la Russie, c'est qu'on aille quand même plus loin que le général de Gaulle. C'est là-dessus Moi, qu'on va... en tout cas, je m'informe de ce qui se passe en Russie grâce aux médias Internet. russes. Et Internet. Mais également la presse. Et c'est là-dessus, Parce que je lis comme un saint. messieurs, madame, c'est là-dessus qu'on va devoir conclure. Nous ne souhaitons pas à la Russie qu'elle revienne au gaullisme. Merci infiniment de votre attention et à très bientôt.